Marseille, Narbonne, Castelnau-de-Guerre, ce ne sont que quelques-uns des noms des villes touchées en ce moment par des incendies. L'évolution, elle est différente selon les situations, mais une question est commune. Sommes-nous prêts? Sommes-nous suffisamment bien équipés en France pour faire face à des incendies plus intenses, une saison des feux plus étendue dans le contexte du changement climatique? On va s'interroger avec nos invités, nos experts sur ce plateau que je vous présente. Florent Boutet est avec nous à nouveau, journaliste du service Météo-Climat. On est aussi avec Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour et bienvenue, ancienne secrétaire d'État à la ville, ancienne députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. À nos côtés également, le lieutenant-colonel Frédéric Arrault. Bonjour et bienvenue à vous, porte-parole de la sécurité civile. Et on est connecté avec Mathilde Couraud, directrice générale adjointe de l'entreprise Fatec. C'est une entreprise marseillaise. Vous nous expliquerez dans quelques instants comment vous avez vécu la situation d'hier et comment ça se passe aujourd'hui, parce que vous étiez au plus près des flammes. Mais avant de vous entendre tous, si vous le voulez bien, on va regarder les dernières images de cet incendie à Marseille. Où est-ce que ça en est? Tout cela est commenté par nos journalistes qui sont sur place et notamment par Marjorie Lemeur. Ce matin, le désarroi des habitants. Ce couple vient de découvrir sa maison ravagée par les flammes. On est au milieu de maisons, mais il n'y a plus la nôtre. Encore abasourdis, ils viennent se renseigner auprès de cette caserne pour savoir comment remplir leur déclaration d'assurance. J'ai plus rien, donc les factures, les photos. À ce stade, 70 maisons ont été atteintes par les flammes, dont 10 totalement détruites. Depuis hier, 750 hectares de terrain ont été ravagés par les flammes à Marseille. Un incendie dopé par une longue canicule, un violent mistral et une végétation desséchée. 700 pompiers sont toujours mobilisés en cas de nouveau départ, de sauts de feu ou de fumerolles. Les pompiers se battent, ils se sont battus toute la nuit pour faire baisser l'intensité du feu. Le feu a donc nettement régressé, il n'est ni fixé ni maîtrisé, mais on est en cours. On voit que les conditions météo sont plus propices ce matin que ce qu'elles ont été hier. Les pompiers sont toujours en reconnaissance pour dresser le bilan définitif, humain et matériel, d'ici la fin de journée. La préoccupation désormais est celle des victimes. Un système d'accompagnement devrait être mis en place. Nous nous réunirons demain pour en dresser les lignes. Il y a évidemment les liens avec les assurances, mais il y a les aides que les collectivités que j'ai citées pourront consentir. Aéroports, gares et autoroutes ont pu rouvrir ce matin. Les 15 000 habitants du 16e arrondissement de Marseille ont également été déconfinés. Le Mistral s'est considérablement calmé dans la cité phocéenne, mais les autorités craignent une reprise des bourrasques à la mi-journée. Et la question des victimes, des évacués, notamment, on en parle aussi avec Mohamed Mezrahi, notre reporter envoyé spécial, qui est sur place à Marseille. Mohamed, vous êtes devant un gymnase, je crois, du 16e arrondissement, un établissement du 16e arrondissement de Marseille, où des habitants évacués ont été accueillis. Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux? Alors on était un peu plus tôt, oui Lucie, dans un gymnase qui a accueilli cette nuit. Ils sont 4 gymnases municipaux à avoir accueilli tous ces habitants qui ont dû quitter leur logement hier. Simplement, le gymnase dans lequel on était ce matin, par exemple, ils ont accueilli 99 personnes. Parmi ces 99 personnes, 11 ont été transférées à l'hôpital pour avoir inhalé des fumées nocives hier. Mais tout le reste, en grande majorité, ont pu rejoindre leur logement. C'est pour ça qu'on a changé de lieu. On est dans le poste de commandement, comme vous voyez sur ces images de Laurent Lefebvre. C'est le poste de commandement des marins-pompiers de Marseille. C'est ici que tout est piloté. Près de 1000 pompiers, un peu plus de 800 pompiers qui sont mobilisés depuis hier. Même si, vous venez de le dire, l'incendie est en très nette régression. Il n'est pas encore fixé, pas encore maîtrisé. Donc les pompiers sont toujours sur le terrain, sur le qui-vive, en vigilance. Une vigilance car il y a toujours ce risque de reprise des flammes avec le vent qui risque aussi de tourner en fin d'après-midi. Donc les pompiers sont extrêmement vigilants sur justement cette reprise et ils se tiennent prêts à être là où il faudra. C'est en tout cas ce que nous disent les sapeurs-pompiers. Au total, depuis hier, en tout cas, cet incendie qui s'est déclaré au Pen Mirabeau et qui s'est propagé vers Marseille, eh bien, il y a eu 750 hectares qui ont été parcourus par les flammes. C'est énorme en tout cas pour cette ville de Marseille. Et les habitants qu'on a pu rencontrer ce matin un peu plus tôt, forcément ils sont choqués. Une grande partie de ceux qui ont dû évacuer leur logement ont passé la nuit dans ces gymnases mis à disposition par la municipalité. Merci beaucoup Mohamed pour toutes ces précisions. Lieutenant-colonel, on voit que la situation s'améliore. Malgré tout, les efforts là, des sapeurs-pompiers sur le terrain, ils restent identiques, ils sont toujours au plus haut, c'est pas terminé.
Bien sûr, on voit que la situation peut encore évoluer au gré du vent notamment. Hein. Et puis on est sur du périurbain, donc avec une pinède qui est proche des maisons. On a vu les dégâts que ça a pu faire ces dernières heures. Donc tout le monde est évidemment actif pour continuer à faire les extinctions là où c'est nécessaire, parfaire les extinctions, faire les lisières et donc faire en sorte qu'on contienne et qu'on finisse par éteindre ce sinistre. La question du vent, Florent, dans ce cas de figure-là, et pour les incendies, particulièrement à cette période de l'année quand il fait très chaud, c'est central. On avait une journée hier où on avait encore plusieurs départements en alerte rouge pour un risque feu de forêt. La météo des forêts qui, depuis 3 ans, est rentrée dans le quotidien des Français. Ça faisait déjà 3 jours qu'on avait un risque maximal. Fort heureusement, c'est vrai, le vent a faibli. On passe en vigilance, en risque orange. Ça veut dire que le risque diminue, mais il est toujours présent. Chacun doit avoir un comportement important. Et c'est vrai, hier, on avait des rafales aux alentours de Marseille à 90 km/h. On est passé à 50, 60 km/h. C'est beaucoup moins. Ça aide le travail des pompiers, mais il faut rester vigilant puisque la végétation reste extrêmement sèche. On sera totalement, tiré d'affaire ce week-end avec l'arrivée, a priori, de précipitations pour ce week-end qui devrait totalement normaliser la situation. Sabrina Agresti-Roubache, est-ce que vous vous attendiez à une chose pareille à Marseille? Je sais qu'il y a des feux régulièrement sur le pourtour méditerranéen, mais là, on parle d'un feu qui démarre au Pen Mirabeau, qui arrive dans la ville de Marseille. Absolument. Donc c'est une petite ville, une petite commune qui est collée au quartier nord. Donc la particularité de Marseille, c'est qu'on a une géographie où vous avez les quartiers nord qui sont effectivement bordés de pinèdes. Et c'est la garrigue, hein, c'est très provençal, mais c'est une végétation très sèche. Après, on a eu une canicule, on a oublié, mais quand même, vous voyez, l'alerte était quand même en préfecture. Le préfet, hier, Georges-François Leclerc me disait, Madame la ministre, on a été surpris par la rapidité de la propagation du feu. Des feux, on n'en a pas l'habitude, mais c'est plus régulier dans cette région qu'ailleurs en France, dans le Nord, par exemple. Honnêtement, cette propagation rapide, et surtout aux bordures des habitations, parce que c'est aussi, vous avez raison de rappeler que c'est du périurbain. Là, nous ne sommes pas en zone rurale où il n'y a pas d'habitation, c'est pas une forêt où il n'y a pas d'habitation. C'est le 16e arrondissement, pour le situer. Vous avez la cité de la Castellane, où les flammes se sont arrêtées pour le coup, à la lisière. Donc non, on s'y attendait pas. En revanche, on peut saluer bien sûr la réactivité du bataillon des marins-pompiers de Marseille, du SDIS, des sapeurs-pompiers du département, donc sous l'autorité de la présidente Martine Vassal. On peut aussi rappeler 2 choses. La rapidité de la mise en protection par les services de la préfecture, parce que hier a été déclenchée tout de suite une alerte, et ce qui n'est pas le FR Alert, c'est pas commun, hein, c'est un danger assez grave, assez important. Et aussi l'autre chose, les Marseillais ont respecté les alertes et les demandes de confinement. C'est-à-dire que hier, vous voyez, le respect des alertes, le respect des alertes faites par nos autorités, de leur dire vous restez à la maison, vous fermez les volets, vous laissez les portails ouverts quand vous avez des maisons, ça a été respecté. Et surtout, vous n'embouteillez pas, vous ne prenez pas de risque à aller sur les routes avec les enfants, parce que 1, vous empêchez les secours d'accéder, et 2, vous vous mettez en danger potentiellement, effectivement. Donc vraiment saluer le comportement très très civique des Marseillais. Je crois que Mathilde Courreau va pouvoir prendre ce salut pour elle aussi, parce que Mathilde Courreau, elle est chef d'entreprise, je vous le disais, à Marseille, donc. Et Mathilde, hier, votre entreprise se situait dans la zone qui était en fait assez proche des flammes. Est-ce que vous pourriez me dire comment ça s'est passé pour vous et vos salariés? Comment vous vous êtes rendu compte déjà qu'il y avait un feu? Alors, on a été très vite entouré de fumée noire, une fumée noire et l'odeur était très forte, l'odeur de brûlé était forte tout autour du bâtiment. Donc, on a tout de suite appelé les pompiers pour avoir la consigne, et nous a été donnée cette consigne de confinement. Donc, on s'est employé à confiner nos collaborateurs, avec toujours quelques-uns qui paniquent et qui ont envie de partir, et puis les équipes RH et de direction qui sont allées dans les open space dire aux gens que c'était bien la consigne qui était donnée. Et après, en effet, nos portables se sont tous mis à sonner avec des messages d'alerte par SMS qui arrivaient de la préfecture et qui confirmaient cette consigne. Donc, ça a été plus facile d'avoir et ces messages et notre discours pour respecter cette mise à l'abri dans l'entreprise.
Je crois qu'il n'y avait pas que vos salariés, vous avez accueilli d'autres personnes, non, aussi au fur et à mesure des heures qui ont passé? Alors, en fait, en effet, d'une part, les salariés qui avaient des enfants seuls à la maison dans la zone de feu sont allés chercher leurs enfants. Donc, on a commencé à accueillir les enfants des salariés, et voilà, leurs animaux domestiques qu'ils amenaient avec eux, etc. C'était un peu l'arche de Noé. Tout en continuant aussi à opérer notre métier et nos services parce qu'on est un centre d'appel pour nos clients et fournisseurs. Et donc, le télétravail a aidé à ça aussi parce que c'est plus robuste d'avoir des salariés qui peuvent prendre les appels à distance et d'autres qui restent bien concentrés au bureau pendant que les autres gèrent l'urgence. Mais donc, malgré cette fumée noire qui était odorante et que vous avez pu voir, malgré, je crois, aussi les flammes qui se sont rapprochées au fur et à mesure, je crois que les flammes se sont arrêtées à un rang de maison de vous. Les images qui actuellement, c'est exactement la vue qu'on avait de notre bureau. Donc, en fait, quand les salariés voient ça et voient le feu qui court en bas de la colline, vous voyez, on voyait le feu redescendre vers nous. Ça devient compliqué d'avoir encore confiance dans cette consigne de rester là. Le feu, il s'est arrêté à 2 pâtés de maison de l'entreprise. Donc, on avait commencé le plan B de dire si on évacue, qu'est-ce qui se passe. On a listé les présents, on a préparé en se disant que si les pompiers nous donnaient la consigne, on serait prêt à partir. On a préparé des bacs d'eau pour mouiller des vêtements et se mettre des vêtements sur le nez s'il fallait partir. Mais les fumées sont plus dangereuses que les flammes, donc il ne faut pas partir. Et on avait cette consigne de ne pas embouteiller les routes. Vous restez avec nous, Mathilde Courreau. J'aimerais juste faire réagir le lieutenant-colonel à ce témoignage-là d'une entreprise qui était au plus proche des flammes au fur et à mesure que celle-ci avançait. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce qui vient d'être dit là? D'abord, je souligne ce qu'a dit Madame la Ministre. Ils ont respecté les consignes de confinement. C'était important. Pourquoi le confinement? Parce que le commandant des opérations de secours a jugé qu'il était dangereux d'évacuer. Je vous rappelle 2017 au Portugal, 60 morts lors d'une évacuation qui ont pris dans le feu au moment d'évacuer. Donc là, en l'occurrence, des consignes de confinement parce que les bâtiments étaient en mesure de pouvoir être protégés par les pompiers et les marins-pompiers. Et puis, à l'intérieur des bâtiments, ils peuvent se préserver des fumées en mettant des linges mouillés en bas des portes et en étant à l'abri finalement derrière les murs. Une bulle d'oxygène à l'intérieur des maisons. C'est pour ça qu'on peut demander de confiner parce que la maison, si on isole bien avec des vêtements mouillés, toutes les aérations possibles, vous avez une bulle d'oxygène qui reste respirable et après effectivement, il doit rester dans toutes les maisons comme dans toutes nos maisons quelques masques. Des confinements du Covid, donc là, oui, absolument, mais il ne faut pas hésiter. La fumée, et je crois que Madame l'a dit, la fumée est la première cause de mortalité dans les incendies. Ouais, extrêmement toxique. D'ailleurs, on a 90 blessés à Marseille, légers, effectivement, mais dont certains, beaucoup même, ont été intoxiqués par les fumées, donc c'est important de le rappeler. Mathilde Courreau, je crois que certains de vos salariés n'ont pas pu rentrer chez eux hier. Leur maison était dans une zone interdite, c'est ça ? Exactement. Il y a ceux dont la maison était dans une zone interdite, donc il y a eu de la solidarité qui a joué avec des hébergements par des collègues. Et puis il y a ceux dont les axes routiers étaient coupés. Et donc c'est pareil, c'est la solidarité entre collègues qui a joué et les uns et les autres se sont hébergés. Les axes routiers sont encore difficiles ce matin, mais on a bien les effectifs au bureau ce matin. Lieutenant-colonel, vous voulez réagir? Oui, ça illustre la résilience de la société finalement. C'est-à-dire qu'on peut tout compter sur l'État qui doit répondre, qui envoie des pompiers, mais sur le comportement des gens qui, par l'entraide, par les bons comportements, par la préparation, on a vu, ils ont préparé leur évacuation si besoin, etc. Et donc c'est ça qui est important, c'est la résilience d'une société à faire face à un événement. Merci infiniment Mathilde Courreau pour votre témoignage. On vous laisse parce qu'il faut faire tourner l'entreprise, mais merci d'avoir pris le temps de nous raconter ce qui s'est passé pour vous hier. Florent, un point quand même aussi parce que on voit là, on parle de Marseille, on a parlé aussi ces derniers jours de Narbonne. Ce ne sont pas les 2 seuls incendies qui sont en cours. En fait, finalement, on a une multitude d'incendies plus ou moins importants. Ça veut dire un été à haut risque, très haut risque? Un été à haut risque, à très haut risque. On a des modèles climatiques qui, à 3 mois, nous montrent qu'on risque d'avoir un été
comparable à celui de 2003. Vous vous souvenez, la canicule qui malheureusement avait fait tant de victimes chez les personnes vulnérables par rapport à la chaleur. Il faut savoir, hein, c'est vrai que ces canicules liées au changement climatique, c'est un risque pour les personnes. D'ailleurs, on sait depuis ce matin qu'il y a eu plus de morts en raison de la canicule de ces derniers jours. Ça a été quantifié 3 fois plus dans une ville comme Paris, mais il y a aussi des risques liés à l'incendie, on le voit bien, les fumées, les risques par rapport aux biens, aux personnes. Et puis, si on élargit le spectre, le changement climatique, c'est aussi une mer Méditerranée beaucoup plus chaude. Et du coup, à l'automne, on risque d'avoir des épisodes méditerranéens beaucoup plus conséquents avec de très fortes précipitations. On le voit, cette mer Méditerranée qui est vraiment en première ligne par rapport au changement climatique, puisque ici, les effets se font plus sentir qu'ailleurs. Sabrina Agresti-Roubache, quand on voit ce qui est en train de se passer à Marseille, à Narbonne et ailleurs en termes d'incendie, quand on se rappelle la canicule de la semaine dernière, qu'on voit les températures qui remontent encore cette semaine avec de nombreux risques sur l'été, mais pas seulement, dans le contexte du réchauffement climatique, on l'a dit, on s'interroge quand même sur ce qui se passe au Parlement et au gouvernement. Est-ce qu'on lutte suffisamment contre ce réchauffement climatique dont on vit tous les conséquences aujourd'hui? Mais écoutez, moi, on se rappelle aussi des incendies terribles. Rappelez-vous, 2022, Marseille, c'était 2016. Les Landes. 2016, il y a un peu moins de 10 ans. À Marseille, exactement, quasi dans le même coin. Non, la réalité, c'est pour ça que j'étais montée au créneau assez durement. Contre les Républicains qui demandent un moratoire sur la transition écologique et les énergies renouvelables. Évidemment qu'on ne peut pas, on ne peut pas... Vous savez, on a quand même un bilan. Relancer le nucléaire, évidemment. Mais compter sur le photovoltaïque, alors les éoliennes, je connais moins, mais en tout cas sur le photovoltaïque, on est un pays de soleil. Le sud de la France est très ensoleillé. Marseille, c'est 325 jours de soleil par an. Est-ce qu'on lutte assez? Vous savez, on ne lutte pas contre le changement climatique seul avec l'État. Le comportement des uns et des autres, le mode de consommation. N'oubliez pas qu'on est rentré dans une ère de consommation, tout est jetable, même les politiques. Mais pardonnez-moi. Non, mais la réalité, c'est qu'on consomme toute la journée des choses qui sont fabriquées à l'autre bout de la terre. On sait, on connaît les dégâts. Non, mais les modes de consommation, c'est important. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas un peu facile de tout remettre sur, en gros, chacun doit faire un effort. Emmanuel Macron a été réélu, pardonnez-moi, en disant à Marseille, mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Est-ce que vous considérez qu'il tient sa promesse? Alors, écoutez, bien sûr que oui, puisqu'on continue. Regardez, le fonds vert, moi, j'étais rattachée au ministère de l'Intérieur, mais sur le volet citoyenneté uniquement à l'intérieur et sur la ville à l'intérieur et à la transition écologique. J'avais parlé très tôt pour les quartiers prioritaires du phénomène de transition écologique dont ils étaient victimes. Le changement climatique, c'est forcément ceux qui ont le moins de moyens qui en sont les premières victimes. Ah bah là, mais moi, ce que je vous dis, c'est pas... on met la faute sur les consommateurs, sur les gens, sur les citoyens. Je dis, ils doivent participer. Chaque acte de chaque concitoyen a un impact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander tout à l'État toute la journée et de l'autre côté avoir des modes de consommation qui ne sont pas en phase avec ce qui est en train de se passer sur le changement climatique. Et est-ce qu'on investit assez? Évidemment que non, puisqu'on n'investira jamais assez pour lutter. Vous faites bien de rappeler la mer Méditerranée. Rappelez-vous 2023, ce qui s'est passé notamment en Corse. La tempête complètement... Sur la côte occidentale. Sur la côte, absolument. J'étais à Ajaccio ce jour-là, à 8h du matin, et même Météo France n'avait pas réussi à prédire ce phénomène. Donc, évidemment, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tout le monde est impliqué. Vous ne faites pas de la transition écologique cheval de bataille si vous n'embarquez pas tout le monde avec vous. Mais il faut et bien sûr, il faut mettre des moyens. Des politiques publiques et des moyens, effectivement. C'est une évidence. Cette question-là, elle se pose évidemment et elle interroge aussi les moyens qui sont donnés aux pompiers pour lutter contre les effets du réchauffement climatique et notamment les incendies. Si vous le voulez bien, on va regarder les moyens qui sont mobilisés et disponibles actuellement en France avec Sabri Soltani, puis on va en parler avec vous juste après, lieutenant-colonel. Un été sous haute surveillance. Alors que les premiers incendies se succèdent dans le sud du pays, comment s'organise la lutte contre les feux ? La sécurité civile dispose tout d'abord de moyens aériens. 8 avions Dash spécialisés dans l'attaque des feux naissants. Leur importance est cruciale. Tout feu doit être attaqué dans les 10 minutes suivant sa détection pour pouvoir être contenu, indique la sécurité civile. Le dispositif comporte également 11 Canadair en activité. Un petit avion maniable, capable de larguer 6000 litres d'eau et de faire des rotations rapides en se ravitaillant dans un lac ou en mer. Problème, en pleine saison, ces avions sont très sollicités, nous explique un pilote. Aujourd'hui, on a un feu dans l'Hérault. Moi, je vais partir là surveiller la zone.
Globalement, on est à la limite. On n'a pas de marge. Il suffirait qu'il y ait un autre feu dans un autre département et ça va commencer à devenir compliqué pour nous. Une flotte limitée, mais aussi vieillissante, 30 ans de moyenne d'âge. Et ce, alors que la zone d'intervention est de plus en plus grande. En 2022, Emmanuel Macron avait promis de renouveler tous les Canadair et d'en acheter 4 de plus d'ici la fin du quinquennat. La promesse ne sera pas tenue. Les premiers avions ne seront pas livrés avant 2028. Pour compléter la flotte, l'État a donc dû louer 10 hélicoptères et 6 avions supplémentaires, spécialement pour cet été 2025. Un dispositif aérien conjugué à des moyens humains au sol. Les sapeurs-pompiers sont plus de 250 000 en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Répartis partout sur le territoire national, 4 000 d'entre eux sont mobilisables pour venir prêter main forte aux effectifs déjà sur place. Lieutenant-colonel, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'on est équipé en France en moyens humains et matériels pour faire face à des feux qui risquent d'être plus intenses sur une période plus étendue ou pas ? Alors on est très significativement équipé, je pense que votre reportage le montre, avec notre flotte de 12 Canadair, 11 Dash et tous les moyens complémentaires, des avions plus légers, des hélicoptères bombardiers d'eau. En fait, on avait une flotte avec ces 12 Canadair et puis précédemment les trackers qui étaient comme les Dash mais plus petits, qu'on a renouvelés, qu'on a changé par ces Dash, qui étaient dimensionnés, proportionnés à notre surface, à notre territoire, à nos forêts et à nos problématiques. On voit bien que depuis 10-12 ans, il y a une accélération des feux plus grands, plus forts, avec une plus grande occurrence, et donc on doit renforcer cette réponse opérationnelle. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'a annoncé le président de la République effectivement en 2022. C'est la commande de Canadair qui a déjà été faite. La sécurité civile travaille à en commander 2 autres. On a une flotte qui a une trentaine d'années maintenant. Nos Canadair datent de la fin des années 90. On en avait 15 au départ, on en a perdu 3 en 25 ans. Il nous en reste 12 aujourd'hui. Et la fabrication de Canadair s'est arrêtée. Il y a une dizaine d'années maintenant, on n'était plus fabriqué, ce qui nous a posé des problèmes d'ailleurs, pour en racheter évidemment, pour les pièces détachées. On a aujourd'hui un constructeur qui est de Havilland, qui a repris la licence qu'avait Bombardier, qui va reproduire ces Canadair. On les a commandés. Et donc maintenant, les premiers devraient arriver en 2028. Il faut faire aussi avec l'offre disponible. Cette reprise, c'est une construction sur le sol français, européen ? C'est canadien. Aujourd'hui, c'est canadien. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens nous-mêmes. On n'a pas de souveraineté, on n'a pas les moyens nous-mêmes. Mais on a des startups qui apparaissent aujourd'hui. On a 5 ou 6 startups qui développent des projets qui sont très intéressants, qui devraient aboutir dans les années qui viennent, avec un appui de l'État français, avec un appui de l'Europe et que nous regardons, nous, de très près, parce que ce seront des alternatives dans les années qui viennent. Cette économie de la défense que le président de la République appelle de ses voeux depuis 3 ans maintenant. Sabrina Agresti-Roubache, l'eurodéputé Renew, Grégory Allione, qui parle justement de ça ce matin et qui dit il faut des avions bombardiers d'eau construits sur notre sol européen. C'est bien de le dire. On fait ça avec quel argent et comment on attire ? Alors, comment on attire ? Moi qui suis chef d'entreprise, donc en sortant du gouvernement, je repars à ma vraie vie de chef d'entreprise. Comment on finance l'innovation ? Le vrai sujet, c'est les Français épargnent beaucoup, mais investissent très, très, très peu dans l'économie réelle, ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc, comment vous réussissez à convaincre les Français qui sont les champions du monde de l'épargne pour investir non pas dans l'épargne, mais bien dans notre économie réelle qui aide nos entreprises à se financer, à se développer. L'innovation, ça a un coût. On ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas tout le temps se retourner vers l'État. L'État ne peut pas tout. Donc ça, c'est la première chose. Mais il y a plusieurs secteurs là aujourd'hui. Absolument. Il y a la question des incendies, il y a la question de l'écologie, il y a la question de la défense. Mais tout est une économie. On ne sait plus par où il faut tourner la tête en fait. Absolument. Tout est une économie, tout est une opportunité. En réalité, moi, je vous le dis, moi, je suis dans l'intelligence artificielle. Nous devons essayer de changer les mentalités sur l'opportunité dans nos entreprises. Nos entreprises, les jeunes startups, les moyennes, les ETI, les TPE, les PME, les grandes entreprises ont besoin de financement privé. On n'y arrivera pas uniquement avec l'argent public, il faut arrêter avec l'argent public. Il y a beaucoup d'argent épargné. Comment est-ce qu'on fait changer les paradigmes chez les Français pour leur dire vous pouvez aider et participer au développement de votre pays, de l'économie, donc de la bonne santé économique de votre pays en investissant et en faisant confiance à vos chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un vrai angle, mais personne n'en parle. Je sais que c'est pas très populaire de dire ça, mais il faut le dire. C'est vrai que quand on voit la situation actuelle, là on parle des incendies, mais ça peut s'étendre à plusieurs secteurs. On a
le sentiment que l'urgence est toujours plus présente et ça nous interroge. Si on reste sur les incendies et vous nous disiez les moyens qui sont anticipés, parce qu'on sait aussi que les lieux où se déroulent les incendies commencent à s'étendre. Ça monte de plus en plus vers le nord de la France, alors que c'était moins le cas avant dans le contexte du réchauffement climatique. Est-ce que ce qu'on a vécu en juillet 2022 dans les Landes et dont on va voir les images, rappelez-vous, à la Teste de Buch, donc en Gironde, 5800 hectares de forêt brûlée, dont une partie qui était de la forêt domaniale, 3 sites plan-plage qui avaient été touchés, 100 hectares de dunes impactées, 1,5 million de dégâts estimés. Est-ce que ça, Florent, demain, c'est en fait ce qui nous attend plus régulièrement, malheureusement? Malheureusement, on peut dire qu'il y a des clignotants très importants qui s'allument sur un massif forestier comme celui de l'Estérel dans le Var, qui combine tous les risques majeurs pour que peut-être, il faudra être vigilant, il faudra que les comportements humains soient exemplaires en la matière, mais pour que peut-être, malheureusement, le drame qui s'est produit en Gironde il y a quelques années se reproduise sur un massif forestier comme celui-là. Du reste, ça existe déjà partout ailleurs en Méditerranée. La semaine dernière, 600 feux majeurs en Turquie, un feu d'ampleur qui a déjà ravagé près de 3000 hectares aussi actuellement en Catalogne. On est loin encore de ce qui concerne la Gironde, mais néanmoins, eh bien, tous les marqueurs nous montrent que le changement climatique provoqué par les activités humaines, et à ce titre, il faut décarboner l'économie, sinon on n'y arrivera pas. C'est vrai. Eh bien, ce type de catastrophe risque, en termes de statistiques, de se produire. C'est quasiment inéluctable. Et les comportements humains, 90% des feux, et je pense que vous pourrez le confirmer, sont de cause. Regardez le dernier avec le bras zéro. Oui, bien sûr, vous avez un commerçant qui se balade avec son bras zéro encore allumé et qui provoque 7 départs de feu. Donc, les comportements, c'est pour ça que je vous dis, je reviens toujours au civisme et aux citoyens. Nous avons tous une responsabilité dans ce qu'il se passe autour de nous. Lieutenant-colonel, le mot de la fin peut-être sur ce que vous craignez ou pas pour cet été, au vu du démarrage là, et de ces nombreux feux dont on a parlé. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut craindre. Ce qui est sûr, c'est qu'on se prépare à tout. On a dimensionné, on l'a vu, donc la flotte aérienne, la flotte au sol, les moyens terrestres, avec, on disait tout à l'heure, les pompiers mobilisables, 51 colonnes de renfort qui peuvent arriver de toute la France. Et on en a déjà d'ailleurs mobilisé quelques-unes sur les quelques feux qu'on a pu avoir là. On a aussi des renforts européens qui sont prépositionnés dans le sud de la France actuellement, qu'on a fait opérer sur les différents feux ici. Donc une réponse qui est très complète, qui est aussi très diversifiée, encore une fois. C'est la diversification de cette réponse qui fait notre force aujourd'hui. Merci.